Bonjour à tous, mon nom est Sylvain Giguère de la communauté métropolitaine de Montréal et je suis très heureux aujourd'hui de vous souhaiter la bienvenue à cette rencontre en ligne qui marque en fait le début de travaux à la CMM et dans ses 82 municipalités pour voir comment on peut stimuler dans les villes l'innovation et l'adoption d'innovations dans les technologies vertes de façon à accélérer, bien sûr, la transition énergétique, de façon à améliorer la qualité de vie des citoyens et aussi pour renforcer les PME qui sont à l'origine de ces innovations-là. Dans le Grand Montréal et puis du reste ailleurs au Québec, on a beaucoup de PME innovantes, des PME qui innovent dans les technologies vertes, que ce soit les technologies propres, que ce soit la mobilité durable ou dans d'autres domaines. Mais souvent, le problème, c'est au niveau de la commercialisation de ces innovations-là. Et donc, c'est très important de pouvoir, à mesure où les innovations émergent, qu'on puisse les tester, qu'on puisse les expérimenter, qu'on puisse faire des vitrines technologiques et pour que ce soit public aussi, pour que le plus d'acheteurs potentiels puissent remarquer ces innovations-là et nouer des relations d'affaires. Que ce soit des acheteurs potentiels au niveau des marchés publics, au niveau des villes, au niveau des gouvernements, ou que ce soit dans les marchés privés, au Québec comme à l'étranger. Donc, c'est vraiment important de favoriser ce mécanisme de vitrine technologique. Et à cet égard, les villes ont un rôle qui est vraiment crucial à jouer, ne serait-ce que par les fonctions qu'elles exercent en transport, en aménagement, en voirie, en environnement, en développement économique, où ils sont susceptibles de faire appel à des technologies vertes. Et ce qui est important, c'est que expérimentation n'est pas synonyme d'appel d'offres ou d'approvisionnement. Et les règles qui s'appliquent à l'expérimentation et aux vitrines ne sont pas les mêmes que les règles qui s'appliquent aux appels d'offres. Donc, c'est vraiment important de démystifier cette question-là si on veut accélérer l'adoption d'innovations, la mise en place de vitrines et favoriser comme ça, donc renforcer des PME qui sont cruciales dans notre écosystème d'innovation et en même temps accélérer la transition énergétique. Donc, c'est l'objectif de notre séminaire d'aujourd'hui, de notre webinaire, de démystifier ces règles et de comprendre quelles sont ces règles qui s'appliquent plus spécifiquement aux vitrines technologiques et à la démonstration d'innovation. Et sur la base de ce qu'on va avoir appris aujourd'hui, on va avoir deux autres webinaires qu'on va organiser cet automne qui vont être des véritables vitrines technologiques, une dans le domaine de la mobilité durable et l'autre pour ce qui concerne les technologies propres. On va appliquer les règles et on va essayer de mettre en valeur le plus d'innovation possible en collaboration avec nos villes. Et donc, j'aimerais remercier ici les experts qui ont accepté de participer à cet exercice, soit en mettant à profit leur expertise dans le domaine et leur expérience concrète. Je remercie aussi Écotech Québec, la grappe des technologies propres, et Propulsion, la grappe des véhicules électriques et intelligents qui sont partenaires avec nous. Et juste avant de donner la parole à Denis Leclerc qui va animer ce webinaire aujourd'hui, je vais juste mentionner que ces travaux sur comment stimuler l'innovation et l'adoption d'innovations pour favoriser la transition énergétique sont l'un des axes de nos activités de développement économique dans le cadre du plan de relance métropolitain mis en place par la CMM. Les autres axes étant comment on peut intégrer davantage les PME dans les chaînes de valeur mondiales, comment on peut accélérer la transition numérique des entreprises, comment on peut accélérer la formation des travailleurs pour aider les PME à faire face aux nouveaux défis dans le contexte de la pandémie et au-delà, et aussi comment on peut fluidifier et rendre plus efficaces les flux logistiques dans le Grand Montréal, ce qui devient urgent avec la recrudescence du commerce électronique et des livraisons. Et enfin, il y a des activités connexes comme une table métropolitaine sur la sécurité alimentaire et une autre sur les industries culturelles et créatives. Alors, sur ce, je vous souhaite bon travail. Je donne la parole à Denis et on se retrouve à la fin. Merci beaucoup, Sylvain. Alors, je me présente, Denis Leclerc, je suis le président d'Écotech Québec. Écotech regroupe la grappe des technologies propres au Québec, alors toute innovation en environnement et en énergie. Et ça me fait plaisir d'être votre maître de cérémonie, disons votre modérateur, animateur aujourd'hui. Très rapidement, notre webinaire se comporte deux blocs.
Le premier bloc, parole d'expert. Parole d'expert pour venir justement, comme disait Sylvain, démystifier les façons de faire, les leviers qui sont disponibles pour vous, les municipalités. Avec deux experts, il y aura une période de questions, puis par la suite, le deuxième bloc, c'est des témoignages. Des témoignages de 2 villes qui ont mis en place des vitrines technologiques, soit la ville de l'Assomption et la ville de Boucherville, et encore là, suivi par une période de questions. Je vous invite à poser toutes les questions que vous avez en tête. Profitez-en, vous avez des experts ici pour venir répondre à vos interrogations. Alors, n'hésitez pas, on est ici pour ça. Alors, sans plus tarder, le premier intervenant, c'est le maître André Langlois, qui est avocat conseil chez Lavry. Maître Langlois a œuvré pendant 34 ans au service juridique du ministère des Affaires municipales, notamment en matière de contrats municipaux. Alors, on a l'expert des experts. D'ailleurs, il n'est pas seulement expert là-dedans, il est aussi écrivain parce qu'il a écrit la 4e édition de son livre sur les contrats municipaux. Elle a été publiée en novembre 2018 aux éditions Yvon Blais. Alors, 4e édition, ça veut dire qu'il y a sûrement eu des adaptations qui ont été faites. Alors, Maître Langlois agit comme avocat en conseil auprès du bureau de Lavry, comme je vous l'ai mentionné. Son titre, sa présentation, c'est présentation des règles permettant aux municipalités d'obtenir des produits ou des services nouveaux. Alors, je passe la parole à Maître Langlois. Merci beaucoup, M. Leclerc. Et donc, effectivement, je vais faire, pour débuter, un rappel rapide des règles applicables à l'acquisition de façon générale de produits ou de fournitures de services pour les municipalités. Je vais juste mentionner en premier, même si ça n'apparaît pas à ce que vous voyez présentement, là, mais les règles municipales, c'est les règles relatives au contrat, c'est en fonction d'une dépense municipale. Donc, c'est un contrat implique une dépense d'un ordre, on va voir certains montants là, et les règles changent. Mais ce qui est important, c'est de constater que les dépenses municipales, si la municipalité a un contrat avec une entreprise X pour 100 000 la dépense est de 100 000 peu importe la provenance des argents. Si les argents proviennent des taxes municipales ou de subventions que la municipalité reçoit du gouvernement, cet argent-là lui appartient et ça n'a pas d'impact sur la dépense elle-même. Donc, les contrats en fonction des dépenses, les contrats de moins de 25 000 on y va de gré à gré. Les contrats à 25 000 et 105 700, c'est-à-dire le 105 700, c'est le seuil à partir duquel s'appliquent les accords de libéralisation des marchés publics. Et on va voir que à partir de 105 700, les municipalités sont obligées d'y aller par appel d'offres public. Mais entre 25 000 et 105 700, la municipalité, il y a 2 façons pour une municipalité d'être impliquée là-dedans par les règles municipales. Il y a la loi qui vient fixer la règle d'obliger d'avoir une invitation écrite auprès d'au moins 2 fournisseurs, mais il y a la possibilité pour la municipalité d'adopter un règlement municipal pour prévoir des règles de passation différentes pour certains types de contrats déterminés. Donc, la municipalité pourrait venir dire, moi, l'acquisition de produits, parce que normalement, les règles d'invitation écrite auprès d'au moins 2 fournisseurs, on y va par la règle du plus bas soumissionnaire conforme ou par un système de pondération. La municipalité pourrait, par règlement, dire, moi,
J'adopte un règlement, je prévois des règles de passation différentes, donc aller jusqu'à 50 000 par exemple, j'y vais de gré à gré, entre 50 000 et 105 000. J'invite 2 fournisseurs, mais je ne suis pas obligé de le donner au plus bas soumissionnaire conforme. Je peux accorder une préférence de 10 par exemple, à un fournisseur local, des choses comme ça. Donc, les règles qui sont établies par règlement. Par contre, s'il n'y a pas de règlement, on vient à la règle usuelle, c'est-à-dire l'invitation écrite auprès d'au moins 2 fournisseurs et l'obligation de donner au plus bas soumissionnaire conforme, par exemple. Pour ce qui est des contrats de 105 000 105 700 et plus, à ce moment-là, pour l'acquisition de produits ou de services, on est obligé de faire un appel d'offres public et l'appel d'offres va s'adresser de façon minimale à soit des entrepreneurs ou des fournisseurs du Canada si on est visé par la LEC, donc l'accord de libre-échange canadien, ou soit qu'on est obligé d'inviter également les entreprises européennes lorsqu'on est visé par l'AECG. On va le voir à la étape suivante. Bon. Par contre, il y a certaines exceptions applicables aux produits et services nouveaux. Il y a 2 types d'exceptions. Il y a les exceptions visant les logiciels ou les progiciels. Donc, entre autres, pour ce qui est de la recherche ou développement lié à l'utilisation d'un logiciel ou la production d'un prototype ou concept original lié à l'utilisation d'un logiciel, il existe une exception spécifiquement prévue dans les lois municipales, par exemple à l'article 773.3 de la loi sur les sociétés civiles au paragraphe 6C et D. Par contre, pour ce qui est des produits nouveaux ou services nouveaux qui ne sont pas liés à l'utilisation d'un logiciel ou d'un logiciel, à ce moment-là, il existe une dispense qui a été donnée par le ministre des Affaires municipales en 1999 aux municipalités de 100 000 habitants et plus. C'est un arrêté du ministre des Affaires municipales qu'on retrouve à la Gazette officielle du 29 décembre 1999, à la page qui est mentionnée ici. Et ça permet d'acheter un prototype ou d'acquérir un produit nouveau, d'un service nouveau, dans le cadre d'un contrat en matière d'essai, d'études ou de concept original. Et donc, ça vise l'expérimentation, mais une fois qu'on a expérimenté le produit, on ne peut pas l'acquérir directement de gré à gré auprès du fournisseur qui a établi le produit nouveau, le concept nouveau. Ça ne vaut pas pour un achat ultérieur. Et à ce moment-là, on revient pour l'achat ultérieur, on revient aux règles normales d'acquisition qu'on va voir plus loin. Pour ce qui est des municipalités de moins de 100 000 habitants, à ce moment-là, un contrat pour l'essai, l'étude ou le concept original d'un produit nouveau, d'un concept nouveau, d'un service nouveau, à ce moment-là, il n'y a pas d'exception générale. Pour ce qui est d'une dépense, si le concept ou le produit qu'on veut mettre à l'essai implique une dépense de moins de 105 700 $, on peut y aller avec une disposition dans le règlement municipal. Le règlement municipal que je mentionnais tout à l'heure pourrait prévoir qu'un contrat de ce type-là peut être donné de gré à gré en matière d'essai, d'études ou de concept original pour un produit ou service nouveau. Pour ce qui est d'une dépense de 105 700 $ et plus, il est possible d'obtenir une dispense du ministre des Affaires municipales en vertu de l'article 573.3.1 de la loi sur les cités civiles. Par exemple, la Ville de Bromont a obtenu une telle dispense dans l'année financière 2016-2017, tel qu'il apparaît au rapport du ministre des Affaires municipales, au rapport annuel où on mentionne la liste des dispenses qui ont été données au cours de l'année.
et on fait état d'une dispense qui a été donnée à la ville de Bromont. On a essayé on est entré en contact avec la ville de Bromont. Il ne semble pas qu'on ait utilisé, on l'a eu la dispense, mais il semble, c'était pour les technologies destinées aux États aérés, c'était un prototype ou un produit nouveau, mais il semble pas, en tout cas, nos contacts n'ont pas permis d'établir si la ville avait vraiment utilisé ce pouvoir-là pour contracter directement le gré à gré. Donc, si on obtient une dispense, à ce moment-là, ou bien si on le met pour un produit de moins de 105 000 $ dans le règlement applicable à ce contrat-là, le contrat pourrait être donné de gré à gré, je reviens uniquement pour le produit ou service nouveau quant à l'expérimentation de ce produit-là, mais par contre, ça ne vaut pas pour l'acquisition d'un produit ou de service ultérieur. Donc, c'est quelque chose de passager, de temporaire, un contrat pour l'expérimentation. Et là, on revient aux règles qu'on voit à la CEPAC suivante. Donc, la municipalité qui veut passer ce type de contrat-là, elle pourra faire soit un contrat gratuit pour la municipalité qui met le local à la disposition d'une entreprise pour démontrer l'efficacité du produit ou du service. Il y a une petite subtilité quand il y a deux possibilités pour que ce soit un contrat gratuit. L'entreprise pourrait décider de fournir un bien qui serait utilisé par la municipalité pendant un certain temps, mais l'entreprise accepte de le fournir gratuitement. Donc, il y a un service qui est donné à la municipalité et c'est gratuit. À ce moment-là, il n'y a pas de règle contradictoire qui empêcherait ça. Par contre, si c'est la municipalité met à la disponibilité d'une entreprise, la disposition d'une entreprise, un local où l'entreprise peut venir démontrer un produit nouveau, mais sans qu'il y ait de service qui soit donné à la municipalité, là, il pourrait peut-être y avoir un problème quant à l'application de la loi sur l'interdiction de subventions municipales, parce qu'à l'article 1, paragraphe 2 de cette loi-là, qui interdit en principe toute forme d'aide à l'entreprise privée, on dit notamment en prenant des actions, tout ça, mais notamment aussi en donnant la jouissance d'un immeuble. Donc, si on permet à une entreprise pendant 3 mois d'utiliser un local à la municipalité pour présenter son produit, bien, on lui permet la jouissance d'un immeuble. Donc, il pourrait avoir un petit problème à ce niveau-là. Par contre, si on parle d'un contrat payant concernant l'usage d'un produit ou de service nouveau, quel contrat sert à démontrer la technologie utilisée et évaluer ses avantages économiques, l'efficacité, l'adaptabilité du produit aux équipements municipaux. Comme je le répète, ça ne peut valoir que pour une période d'essai. Et il est important que le contrat prévoit des clauses disant à l'entreprise, écoutez, on est prêt à accepter puis même à payer pour un produit nouveau, pour l'essai d'un produit nouveau pendant une période de temps X, mais ça ne veut pas dire que vous allez avoir automatiquement un contrat de notre part pour l'acquisition ultérieure du produit ou du service en question. Donc, ça, c'est important. Et on va voir plus tard qu'il y a l'exemple de la Ville de Québec. Et je vais entrer en contact avec la personne à la Ville de Québec qui s'occupait de ce type de contrat-là. Et les entreprises, souvent, étaient déçues parce qu'eux autres, ils pensaient que le fait qu'ils étaient là auprès de la municipalité pour 1 mois, 2 mois, 3 mois à faire valoir leur produit, qu'automatiquement, ça leur donnerait un contrat. Et la Ville s'est rendue compte que ça pouvait peut-être causer certains problèmes de compréhension mutuelle là, entre les parties. Donc, il est important de prévoir une clause de ce type-là. Et bien sûr, des clauses spécifiques quant aux engagements et responsabilités de l'entrepreneur ou du fournisseur pour l'exécution du projet et la remise en état des lieux, par exemple.
Et comme je l'ai mentionné à quelques reprises, tout appel, tout contrat ultérieur est assujetti aux règles d'octroi des contrats. Donc, on fait un appel d'offres public pour une dépense de 105 700. Il y a deux modes de mise en concurrence qui sont possibles, soit un système d'utilisation d'un système de pondération parce que on va impliquer, viser un service ou un produit pour lequel on a déjà connu par une entreprise un produit nouveau ou un service nouveau. Il va falloir le comparer avec d'autres types de produits ou d'autres types de services. Et une des façons de comparer, bien, c'est d'utiliser un système de pondération qui va venir évaluer les systèmes ou les produits en question pour les comparer entre eux et voir en bout de ligne, bien, est-ce que c'est plus avantageux globalement pour la municipalité d'utiliser le produit nouveau qui va nécessiter tel type de coût, ou bien un autre produit qui n'est peut-être pas aussi nouveau, mais qui est peut-être un peu moins performant, mais qui coûte pas mal, peut-être moins cher et tout ça. Donc, c'est toutes ces situations-là à prendre en considération. La même chose, on peut utiliser un devis de performance. À la Ville de Québec, on utilise souvent un devis de performance qui vient établir les objectifs poursuivis par la municipalité. On va continuer. Donc, la présentation suivante, s'il vous plaît. Donc, par contre, si on veut, une fois qu'on a établi le processus, qu'on a eu l'expérimentation d'un produit nouveau, d'un service nouveau, on pourrait tenter d'utiliser l'exception du fournisseur unique. Je rappelle que le fournisseur unique, c'est le seul qui est en mesure de fournir les biens ou services après que des vérifications ont été effectuées pour assurer de l'unicité du fournisseur ou du produit, du service comme tel sur les territoires visés par les accords. Donc, pan-canadien puis là, vous avez là, les montants en jeu selon qu'on est en présence de produits ou de services. Donc, ça peut être la vérification doit se faire au niveau canadien et même au niveau de l'Union européenne en plus, lorsque les montants impliqués sont de plus de 366 200 pour des produits ou des services quand les services sont visés par l'accord. Donc, je rappelle que ces situations sont exceptionnelles, ça doit être interprété restrictivement et donc ce serait plutôt rare qu'il y ait un seul fournisseur de service qui soit capable de répondre aux objectifs ou aux besoins de la municipalité comme tel. Le suivant, s'il vous plaît. Je reviens donc. Dans le cas de fournisseur unique, je rappelle rapidement la règle de l'avis d'intention qui est utilisée. Cette exception-là, on doit publier un avis dans le SAO et on doit tenir compte des produits équivalents si quelqu'un se manifeste à l'égard d'un tel produit, de tel service. Et j'irai avec la suivante, s'il vous plaît. L'exemple de la Ville de Québec. Donc, son programme de vitrine technologique, la Ville utilise, elle, un système de subvention qui est lié au développement économique. C'est très important de souligner que la Ville de Québec détient un pouvoir de subvention qui est très large et qui n'est pas assujetti à la loi sur l'interdiction de subventions municipales. Donc, ça lui permet de faire plein de choses que peut-être une municipalité normale ne pourrait pas faire. Et par exemple, la Ville, dans un cas où elle aide à développer une application visant à faciliter le travail des médecins. Je ne vois pas comment une municipalité ordinaire pourrait à participer à la mise en place d'un produit, d'un service nouveau en matière médicale comme tel, qui n'est pas habituellement un domaine municipal. Donc, c'est à faire attention. Je l'ai mis là, mais l'exemple de la Ville de Québec, on la cite souvent, son programme de vitrine technologique, c'est quand même à prendre avec des pincettes, ces exemples-là. Et pour finir, j'arriverai avec la loi sur l'interdiction des subventions municipales. C'est important d'avoir cette loi-là en tête parce que la loi, elle interdit toute forme d'aide à un établissement industriel ou commercial, notamment
donnant ou prêtant de l'argent, ou comme je l'ai mentionné tantôt, en donnant l'usage d'un immeuble et tout ça. C'est une loi qui est très large et qui entraîne la nullité de toute décision municipale qui ne respecte pas cette loi-là. Pour que cette loi-là n'ait pas d'impact dans une situation donnée, il faut qu'il existe des exceptions spécifiques la mettant de côté. Par exemple, le pouvoir d'aide qui est prévu à l'article 90 de la loi sur les compétences municipales, mais c'est quand même limité, ce pouvoir d'aide-là, il est limité et comme je mentionnais tantôt, là, on ne peut pas se servir de l'exemple de la Ville de Québec là, pour aller dans toutes les situations que la Ville de Québec utilise parce qu'elle a vraiment un pouvoir très, très large en matière de subventions municipales. Donc, je pense que ça fait le tour de ma présentation. On pourrait y revenir sur des points spécifiques au niveau des questions tout à l'heure. Merci beaucoup, Maître Langlois. Alors, je vous invite à préparer vos questions et vous avez à l'écran le Q&A ou QER, dépendamment si c'est en français ou en anglais. Vous pouvez déposer vos questions là pour la période des questions qui sera immédiatement après la présentation de Benoît Bellemana. Mais Maître Langlois, j'ai une question, par exemple, de clarification. Vous parlez de municipalité. Oui. Dans le cas de Montréal, il y a des arrondissements. Alors, lorsqu'on parle de municipalité, c'est la ville-centre et non des arrondissements. Est-ce que c'est le cas? Non. Par contre, au niveau de l'arrondissement, les règles sont celles applicables à la municipalité de la Ville de Montréal. Donc, tantôt que je parlais de moins de 100 000 habitants, je ne pense pas que ça a un impact au niveau des arrondissements là, comme tel. On prend en considération, si je me souviens bien, la population de l'ensemble de la ville. Par contre, les arrondissements sont assujettis aux mêmes règles contractuelles que la ville centrale. Je comprends. Donc, très bien, merci Maître Langlois. Je passe maintenant la parole à Benoît Bellemana, qui est directeur général d'IVEO. Benoît, 20 ans d'expérience dans le domaine de l'innovation transfert technologique. Et depuis 2017, Benoît est directeur général d'IVEO, qui est un écosystème d'innovation dans le secteur de la mobilité et de la ville intelligente. Puis, c'est basé sur l'expérimentation d'innovation en milieu réel afin d'accélérer le processus d'adoption de technologies. Puis, le réseau d'IVEO compte déjà 30 villes à travers le Québec. Alors, sans plus tarder, la parole est à toi, Benoît. OK, merci Denis. Bonsoir à tous. Merci Maître Langlois pour la présentation sur les règles d'approvisionnement. Moi, j'ai quelques minutes pour vous présenter. Donc, on parle beaucoup d'expérimentation, puis c'est quoi les objectifs, mais surtout les bénéfices pour la ville et pour les entreprises de monter les projets d'expérimentation. Donc, Sylvain et Denis ont bien rappelé là, le contexte au Québec. Je pense qu'on est chanceux d'avoir un écosystème d'innovation qui est très fort. Donc, beaucoup d'entreprises en démarrage, de start-up, de PME qui développent beaucoup de nouveaux produits, de nouveaux services. Par contre, une des choses les plus compliquées en innovation, c'est la mise en marché et la commercialisation. Et donc, c'est important de se rappeler que l'expérimentation, principalement pour but là, de valider dans un vrai contexte, dans un vrai usage, les technologies innovantes qui peuvent être donc développées par les entreprises. Ce qui est important aussi de retenir dans les projets d'expérimentation, c'est que c'est vraiment une approche gagnant-gagnant entre la municipalité qui va oser tester, qui va oser expérimenter l'innovation, et puis l'entreprise qui va fournir la solution. Donc ici, là, j'ai vraiment résumé là, les deux points importants, mais pour l'entreprise, c'est sûr que l'intérêt de pouvoir tester dans un vrai contexte son innovation, ça va lui permettre de s'assurer que le produit répond bien aux exigences et qu'il répond bien à l'enjeu auquel la municipalité fait face. Aussi, pour le futur, pour une entreprise qui a un produit innovant, ce qui est toujours le plus compliqué, c'est souvent de trouver la première référence, le premier acheteur, comme on dit. Et donc, à travers les projets d'expérimentation, l'entreprise va pouvoir aussi
obtenir cette première référence et crédibiliser finalement la solution qui a été développée. Au niveau des villes et des municipalités, l'expérimentation, il ne faut pas voir ça juste comme si la ville se prête comme un cobaye à faire un test. L'intérêt pour la municipalité, c'est vraiment d'aller tester des nouvelles solutions pour répondre aux besoins, soit qu'elle a en termes de ses activités, là, pour gérer ses activités quotidiennes, ou répondre aux besoins de ses citoyens. Donc la ville, dans un projet d'expérimentation, avant tout, elle cherche à répondre à une problématique qu'elle a, et l'innovation va permettre, si le projet fonctionne correctement, de trouver une solution donc, à un problème. Donc c'est bien une approche gagnant-gagnant entre la ville et l'entreprise qui fournit la solution. Ici, j'aurais quasiment uniquement cette slide à présenter qui résume bien pour moi cette approche gagnant-gagnant qui se passe entre la ville et l'entreprise. Donc, on voyait ici sur ce graphique-là, un graphique qui est tiré du marketing de l'innovation, mais qui montre qu'à la fin d'un projet, ce qu'on veut, c'est que la solution qui est fournie par l'entreprise répond à 100% aux besoins qui avaient été exprimés par la ville. Et souvent, dans le projet pilote va permettre justement par le test, par l'expérimentation, par l'essai de la technologie, de venir ajuster finalement, modifier même parfois le produit pour arriver à avoir un fit, une adéquation complète entre le produit, l'innovation et surtout les besoins que la ville avait à résoudre. Donc, ce diagramme-là, pour moi, explique bien l'approche gagnant-gagnant qui se passe dans un projet d'expérimentation. Ce qui est intéressant aussi, pourquoi c'est intéressant un projet d'expérimentation, on ne l'a pas trop dit tout à l'heure, mais c'est qu'un projet d'expérimentation, ça a une durée, c'est-à-dire que ça commence à un moment donné, mais ça va s'arrêter, donc la période est limitée, mais aussi le territoire de test peut être limité. Donc avant de déployer à grande échelle une solution à travers la ville, on va choisir dans le projet pilote, dans le projet d'expérimentation, une zone qui nous paraît relativement intéressante pour tester, mais cette zone est relativement réduite. Donc, en réduisant à la fois le territoire de test, mais aussi la durée du projet, la ville va finalement limiter les risques, à la fois les risques financiers, parce que le projet va être quand même circonscrit dans le temps et dans l'espace, mais aussi limiter les risques en cas, si jamais, ça n'arrive pas trop, mais si jamais le projet ne marche pas, on ne perd pas la face à travers toute la ville d'avoir déployé mur à mur une solution qui ne fonctionne pas. Donc, cette notion, là j'y reviendrai tout à l'heure, mais de durée limitée et d'espace limité permet notamment aussi d'arriver plus facilement à rentrer dans les contraintes financières qu'a exposé Maître Langlois en limitant donc la taille du projet. Quelque chose qu'on oublie souvent en innovation, mais qui est très important pour le succès d'un projet, c'est que l'expérimentation, donc l'usage réel de l'innovation, va permettre de tester l'acceptabilité de cette innovation. Alors, soit au niveau des agents municipaux, quand il s'agit d'une innovation qui est plus interne à la ville, soit l'acceptabilité des citoyens, si on parle par exemple d'un service, d'un nouveau service de mobilité, transport à la demande, navette autonome, comment les usagers vont finalement appréhender cette innovation. Et c'est clé, l'acceptabilité sociale de l'innovation, parce que sans acceptabilité, à la fois des agents, des utilisateurs, malheureusement, la technologie n'arrivera pas à triompher. Donc, le projet pilote, oui, c'est intéressant pour valider la technologie, mais surtout garder en tête l'acceptabilité sociale et l'adhésion finalement des citoyens ou des employés à cette innovation. Une autre chose aussi qu'on peut voir sur ce graphique, c'est que l'expérimentation permet aussi de valider l'enjeu réglementaire. Alors, parfois, il n'y a pas de problématique réglementaire avec des nouveaux produits. Par moment, notamment en mobilité, on a pu le voir, la réglementation n'est pas toujours adaptée pour les produits innovants. Et donc, l'expérimentation peut aussi servir à des agences gouvernementales de s'assurer à travers le projet pilote comment elle va devoir modifier la réglementation pour que l'innovation puisse réellement se déployer. Donc, l'exemple le plus extrême qu'on pourrait citer, c'est un des projets qu'on a fait à Candiac sur la navette autonome, encore une fois,
où il a fallu avoir un décret de la part du MTQ et de la SAAQ pour pouvoir autoriser un véhicule autonome à rouler sur la voie publique. Donc le projet pilote a permis aussi au ministère d'appréhender comment on gère un décret, comment on gère une dérogation et à terme comment on doit faire évoluer par exemple le code de la route pour que les innovations technologiques puissent se déployer correctement. Donc ça, c'est un aspect aussi que je trouve assez intéressant là, sur les projets pilotes. Le dernier point, le financement de l'innovation. Au Québec, on a un écosystème très fort en innovation, à la fois sur des acteurs, mais aussi sur les programmes de financement. Alors, on peut parler des programmes climat municipalité, l'AFCM, les technoclimats, les programmes du ministère de l'économie aussi, programmes d'innovation. Mais il y a beaucoup de programmes qui permettent finalement à la ville et aux entreprises de monter ces projets pilotes et d'aller chercher du financement pour réduire encore plus le risque financier par rapport à la mise en place de ces projets. Donc, on ne fera pas ici la liste de tous les programmes qui existent, mais sachez qu'il y a quand même beaucoup d'opportunités pour aller chercher des fonds donc, et, comme je le disais tout à l'heure, réduire les coûts des projets. Pour finir, dans la dernière minute, Denis, je vois que tu apparais, donc c'est peut-être que mon temps est fini, donc je vais rapidement, les 4 facteurs clés pour moi indispensables pour qu'un projet pilote soit réussi. Premièrement, si on veut qu'il y ait une adéquation entre le produit et les besoins, il faut bien définir c'est quoi les enjeux qu'on veut résoudre pour s'assurer que la technologie, on va pouvoir la challenger correctement par rapport aux enjeux. J'ai parlé, on limite le projet dans le temps et dans l'espace pour limiter les risques à la fois financiers et puis les risques, je veux dire, d'échec aussi du projet. Il faut mesurer les bénéfices du projet pilote, donc comment ça se passe avant le déploiement de l'innovation, comment ça se passe après le déploiement de l'innovation. On espère gagner en efficacité, en économie, sur les gains environnementaux, les gains sociaux. Donc, il faut être capable de mesurer le bénéfice des projets pilotes. Tout ça dans une logique d'apprentissage, parce que ce qu'on veut d'un projet pilote avant tout, c'est qu'il serve de référence pour que les autres municipalités puissent s'en inspirer et puissent reproduire éventuellement l'acquisition des technologies pour bénéficier finalement de ces innovations. Donc, dans un projet pilote, je pense que c'est important de retenir qu'il y a une notion de partage d'expérience et partage des apprentissages pour que l'ensemble des villes du Québec puissent profiter finalement des essais qui ont été faits par d'autres villes dans le Grand Montréal ou ailleurs. Merci beaucoup Benoît. Alors, on passe à la période des questions. J'y vais vite parce qu'on a déjà pris du retard. Alors, je vais prendre, j'ai déjà des questions qui apparaissent. On a déjà obtenu d'autres questions. J'y vais en rafale. Alors, nos 2 experts, Benoît et Maître Langlois, vous, la difficulté que vous avez, c'est de répondre en 30 secondes à la question. À ce moment-là, on va être en mesure d'y aller plus rondement. Alors, la première question, c'est, il semblerait que la loi 122 de 2016 amenait le gré à gré à un maximum de 100 000 et non pas 25 000. Maître Langlois, est-ce exact? Effectivement, c'est ce que je mentionnais tantôt, c'est que par règlement municipal, on peut augmenter jusqu'à 105 000 $, soit certaines catégories ou tout type de contrat qui serait donné de gré à gré. Mais ce n'est pas automatique. Il faut que la municipalité adopte un règlement dans ce sens-là pour viser soit l'ensemble des contrats ou certains contrats particuliers. Très bien. Autre question, au niveau de la période d'essai d'un nouveau produit, on parle de période d'essai. Est-ce qu'il y a une limite dans la période d'essai? Je vais répondre que nous, dans les projets qu'on a fait à IVO, on n'a pas eu de contraintes de temps. Là, c'est sûr que souvent, ce qu'on veut tester aussi au Québec, c'est la saisonnalité. On sait qu'il y a beaucoup de technologies, donc peut-être l'hiver, on va douter de la performance. Donc, idéalement, on va essayer de couvrir une période qui va réellement nous permettre de valider la technologie, même dans les moments les plus critiques. Là. Donc, je dirais que de façon un peu classique, 6 à 18 mois, c'est un peu la période classique. Un projet pilote qui dure 10 ans, ça ne devient peut-être plus un projet pilote.
Alors on comprend qu'il n'y a pas de limite là, au niveau des règlements ou de la loi. Ben, au plan légal, c'est que la décision doit être raisonnable. On peut pas, par le biais d'un produit nouveau ou d'un service nouveau, donner indirectement un contrat de gré à gré à une entreprise, puis qui va durer X années, là, comme tel, mais avec les montants en jeu aussi, il y a quand même la limite. Là, Je comprends. Autre question, est-ce qu'une entreprise peut tester son produit à plusieurs municipalités à la fois? Au lieu d'un projet pilote, est-ce qu'il peut y en avoir plusieurs en même temps ou subséquemment? Écoute, nous, on a des villes qui ont plusieurs projets. Je pense que ce qui compte un peu, le nombre de projets, nous, en principe, ce qu'on voit, la limite, c'est surtout la limite que la ville est capable de gérer parce que… non, mais je parle à d'autres villes. Alors, ta navette Oui. sans chauffeur, là, autonome, est-ce qu'on aurait pu la tester en même temps à Boucherville et à Brossard et à Sainte-Thérèse? Oui, à condition que le contexte diffère et qu'on va apprendre quelque chose de nouveau. L'idée d'un projet pilote, c'est pas juste de répéter la même chose, mais d'essayer de faire évoluer l'expérimentation pour éventuellement aller tester des choses nouvelles. Donc, par exemple, la navette autonome, on l'a testée premièrement à Candiac, dans un milieu d'une ville plutôt moyenne. Le deuxième projet a été à Montréal, dans un environnement beaucoup plus urbain. Donc, il y a comme une progression dans l'expérimentation qui permet d'aller chercher des contextes nouveaux qui permettent encore une fois de valider la technologie dans des contextes différents. Autre question concernant les entreprises qui font ces projets pilotes, il semble qu'elles seraient désavantagées par la suite au niveau des appels d'offres parce que, notamment au niveau des logiciels, alors si vous voulez clarifier là, en 30 secondes cette règle-là. Et l'autre question, c'est au niveau de la propriété intellectuelle, à qui ça appartient, à la municipalité ou à l'entreprise? Bon, Maître Langlois? Au niveau de la propriété intellectuelle, je pense que le produit appartient à l'expérimentateur là, comme tel, à l'entreprise. Là. Mais ça, c'est des choses, si on fait un contrat, il faut établir des règles à cet effet-là. Est-ce que la municipalité… mais là, il faudrait distinguer les logiciels. C'est vraiment une situation à part, là, où il existe une exception dans la loi, où on peut on peut faire un contrat de gré à gré, peu importe le montant en jeu, pour l'utilisation d'un produit nouveau ou d'un logiciel nouveau et tout ça, mais il faut encore pour la mise à l'essai. Et donc, ça ne peut pas être utilisation pendant 10 ans du logiciel en question. C'est toujours une période raisonnable. Très bien. Mais là, on comprend qu'au niveau des appels d'offres, ce qu'on a compris dans votre présentation, c'est que la connaissance doit être partagée à tous de façon à permettre à l'entreprise qui a fait l'expérience de pouvoir être éligible pour répondre à l'appel d'offres. Là, ça dépend des situations. L'appel d'offres, effectivement, maintenant, les règles exigent des municipalités de faire des appels d'offres quand c'est possible, dans tous les cas, sauf quand c'est impossible de le faire, mais dans tous les cas, d'y aller non pas avec un produit spécifique, mais d'y aller avec des objectifs, avec des dispositions plus générales comme telles, en disant, ben nous, ce qu'on va avoir, c'est un service qui devrait donner tel type de résultat, où on s'attend à avoir tel type de choses et tout ça, et non pas de dire, on va demander tel produit ou un produit équivalent. Dans le cas où on y va par objectif, ben à ce moment-là, tout le monde est sur le même pied, même si on a testé un produit nouveau, on ne demande pas spécifiquement ce produit-là. Très bien. Très rapidement, il y a ce qu'il y a dans les programmes de financement, il y a une proportion de subvention versus prêt.
Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? Je suis en train de répondre, Denis l'a par écrit à la question. À ma connaissance, dans les programmes que j'ai cités, on est plutôt en subvention. Des fois, c'est la ville qui applique et qui va recevoir la subvention. Des fois, c'est l'entreprise qui applique avec une ville qui doit être partenaire. Donc, je dirais que c'est au cas par cas. À part je dirais, le Paris Investissement Québec qui peut intervenir en prêt, les programmes que j'ai cités étaient plutôt des subventions, puisqu'on est là encore dans le soutien de l'innovation. On n'est pas encore dans une phase de développement commercial très fort. Finalement, là, très rapidement, on parle de municipalités, mais qu'en est-il des MRC, des institutions municipales? Est-ce qu'elles sont également éligibles? Les MRC sont des municipalités, donc les mêmes règles s'appliquent à elles. Les organismes municipaux, comme tels, les régies intermunicipales, ont les mêmes règles d'attribution des contrats que les municipalités. Donc, tout ce qui agit dans le domaine strictement municipal qui est mis en place par des municipalités, normalement, de façon générale, ces organismes-là doivent appliquer les mêmes règles que la municipalité. Merci beaucoup. On a d'autres questions. On va essayer d'y aller à la fin. Maintenant, nous avons 2 témoignages. Je vais demander à nos experts des municipalités de réduire le temps de présentation. Vous avez vu, on a plusieurs questions. J'imagine qu'on va en avoir encore plusieurs. Alors, premier témoignage, Christian Sauvageau, qui est directeur du service de l'hygiène, du milieu et de l'environnement à la ville de l'Assomption. Il va vous expliquer très rapidement, Christian, merci, combiner l'électricité et la biologie dans le traitement des eaux usées du secteur municipal. Christian, le micro est à toi. Merci beaucoup, Denis. La présentation va faire des liens avec celle de Benoît là, qui vient de réaliser. Le volet innovation et la durée aussi des projets d'innovation, dans le cas du projet de l'Assomption qui va être présenté, a vraiment un lien là, avec la présentation de Benoît. Donc, je vais y aller vers un court résumé de faits marquants de la ville de l'Assomption. Donc, c'est une population qui est, en 2019, là, qui avait le territoire à 23 681 habitants. Au niveau géographique, c'est une ville qui est dotée d'une grande richesse culturelle, située à une quinzaine de kilomètres au nord de Montréal. C'est une ville qui est reconnue au niveau provincial et même nord-américain au niveau de la gestion de son eau potable et de son eau usée. Malheureusement, un événement est arrivé en 2014 au niveau de la création d'emplois et la fermeture de la méga-usine Electrolux, là où il y a eu beaucoup de pertes d'emplois, malheureusement, ce qui a créé un impact majeur sur l'économie locale. Par contre, une mauvaise nouvelle, des fois, en amène une autre. Donc, actuellement, il y a une possibilité de réhabiliter ou de réutiliser ce site-là en 2020 pour développer une zone provinciale en innovation de technologie en agriculture et de concepts dites verts. Donc, la ville actuellement travaille sur un projet majeur pour redévelopper l'ancien site d'Electrolux. Et de plus, la ville a, en 2019, déployé sa politique de l'environnement 2019-2025, donc un projet de 6 ans dans lequel tout vient englober l'environnement sur son territoire. Je vais parler, comme on parlait tantôt, dans le fond, du procédé des étangs aérés, parce que quand on parle d'innovation, beaucoup de municipalités au Québec et au Canada ont des problématiques au niveau de la gestion des étangs aérés sur certains paramètres. Donc, quand Benoît tantôt parlait d'innovation et le besoin, une innovation amène toujours un besoin et le besoin amène l'innovation. Donc, c'est pourquoi on s'est penché sur ce besoin-là de trouver une nouvelle technologie, car le procédé, dans le fond, le programme d'assainissement des eaux au Québec a été instauré à la fin des années 80, donc ça fait déjà plus de quasiment 30 ans, 35 ans. Donc, il y a 70% des municipalités au Québec qui utilisent le procédé des étangs aérés. Pourquoi? Parce que c'est un procédé qui est simple, peu coûteux et facile à opérer. Mais 30 ans plus tard, pour plusieurs municipalités, les installations sont devenues désuètes et vétustes. Donc, la problématique des étangs aérés, c'est un enlèvement, c'est vraiment la difficulté d'enlever l'azote
de faire la bénification en eau froide. Je vais essayer de ne pas être trop technique, mais c'est vraiment la réalité des gestionnaires et des exploitants en eau usée pour le traitement de type d'étang aéré, le rejet de phosphore aussi et l'accumulation des boues qui nécessitent des dépenses très élevées pour les municipalités pour en faire la vidange. Donc, puis ces stations de ce type-là n'ont pas été conçues aussi pour l'enlèvement de ces contaminants. Le reste du Canada a déjà des normes plus strictes en ce qui concerne les rejets d'azote. Donc, est-ce qu'un jour le Québec va suivre? C'est ce qu'on entend à travers nos différentes rencontres qu'on a depuis plusieurs années avec le ministère de l'Environnement. Et comme je parlais, le programme a déjà quasiment 30 ans, donc il faut prévoir à court terme un refinancement massif qui sera nécessaire à mettre à jour tous les procédés de type étang aéré. Donc, c'est ça. Donc, la station d'épuration de la ville de l'Assomption, sa capacité est de 10 600 m3 jour. On doit prévoir éventuellement une date des années 80 comme l'année du programme d'assainissement. Donc, elle a une capacité résiduelle de traitement de 15 % et sa capacité de relais qui est déjà dépassée de 120 %. Donc, nous, c'est clair que dans les prochaines années, on va devoir, dans un horizon de 5 ans, se pencher sérieusement sur comment on va gérer, comment on va augmenter la capacité de cette station d'épuration-là, de notre station d'épuration, avec les coûts estimés de 6 millions de dollars par rapport à la problématique qu'on a encore d'enlèvement de phosphore et d'ammoniac qu'on a actuellement. On doit prévoir aussi en 2021 la vidange des boues de ces étangs-là. Et comme je parlais tantôt, c'est des coûts énormes pour les municipalités. Donc, on parle d'un budget d'environ 1,2 million juste pour en faire la vidange. La beauté de tout ça, c'est qu'à la recherche de toutes les nouvelles technologies, de garder le volet innovation, la Ville de l'Assomption fait partie d'un comité d'experts provincial sur la recherche des nouvelles technologies de type aération afin de bien essayer de designer son procédé futur. C'est ce qui a amené le début de projet d'innovation. Quand Benoît tantôt parlait de la durée qui a dans le temps, bien, on parle d'un projet qui a quand même débuté déjà depuis 2007 grâce à une collaboration avec le CRSNG, donc c'est le Conseil des recherches des sciences naturelles en génie du Canada, de concert avec l'Université de Concordia. Donc, l'Université de Concordia a approché la Ville en ayant une subvention pour faire un projet pilote sur un réacteur biologique qui permettrait de faire des essais pour l'enlèvement du phosphore et de l'ammoniac et par la suite, probablement d'autres contaminants lors de ces essais-là. Donc, on a accepté de leur fournir une partie de nos installations existantes à l'intérieur du bâtiment de la station d'épuration pour engagement de contribution en nature de la Ville pour leur permettre de réaliser leur projet pilote, leur essai pilote. À la suite de ce projet-là, bien, il y a eu des thèses qui ont été développées par les chercheurs de l'université, dont, entre autres, la conception et la performance d'un électrobioréacteur à pilote membranaire immergé, et aussi l'amélioration en continu là, du pilote bioréacteur pour l'enlèvement des nutriments et le contrôle de l'encrassement de leur procédé. Donc, vous allez voir que sur les photos, on est vraiment parti d'un petit concept vraiment de laboratoire avec un projet vraiment pilote. Et les résultats déjà là étaient quand même très promoteurs. Donc, on part d'un volet 1, d'une phase 1, dans lequel on doit, après ça, voir si ces résultats-là vont être atteints ou si les résultats vont être similaires lorsque dans un projet de plus grande envergure ou dans un projet pilote de plus grande échelle. Donc, de 2015 à 2017, encore là, avec la collaboration du CRSNG, le docteur Elektrovich de l'université, c'est la responsable, la titulaire du département de l'environnement de l'Université de Concordia, a réussi à avoir encore une contribution du CRSNG de 185 000 $ pour pousser plus loin dans un deuxième phase, dans un deuxième volet, son projet pilote suite aux résultats vraiment innovateurs et excellents de la première phase du projet. Donc, encore là, on nous a permis de continuer leur projet. Fait ils se sont installés un petit bâtiment juxtaposé à notre station d'épuration pour aller vers un projet pilote d'une plus grande envergure.
Encore là, la ville a toujours contribué de façon en nature. Donc, on lui fournissait nos installations, un petit peu d'électricité, etc. S'il y avait besoin un petit peu de main-d'œuvre pour les aider à partir de leur procédé, c'était la contribution en nature que la ville faisait pour leur projet. Donc, suite à ce deuxième volet-là, bien, il y a eu encore des thèses de développement qui ont été faites par les chercheurs, donc d'amener ce pilote-là à dire bien, comment je vais le contrôler au niveau de l'automatisation, puis comment je peux réaliser un autre prototype, mais encore là, à plus grande échelle, et même aller jusqu'à récupérer l'eau de façon à avoir une boucle environnementale de recirculation des rejets de traitement. Ces travaux-là ont été présentés dans le cadre d'un symposium de Electrocynetic Remediation que l'Université de Concordia a réalisé en 2017. Donc, on parle déjà de 10 ans de développement, là, de 2007 à 2017, pour 2 phases de projet de recherche avec l'Université de Concordia. Et là, on voit des photos là, de leur deuxième pilote, dans le fond, qui est carrément un petit cabanon là, qu'ils ont installé là, en annexe là, de l'usine d'épuration, de notre usine actuelle. Puis encore là, les résultats qu'ils avaient obtenus étaient similaires à leur première version de pilote. Donc, c'était très, très, très prometteur pour l'enlèvement du phosphore, de l'azote, puis diminuer le volume des boues. Donc, tantôt, je parlais de l'investissement que la Ville de l'Assomption va devoir faire en 2021. Bien, déjà là, ça vient comme... c'est prometteur par rapport à notre besoin qu'on a, nous, les villes, au Québec, parce que c'est vraiment les 3 paramètres qui nous créent des irritants par rapport au procédé des étangs aérés. Et là, ça nous a amené vers la 3e phase, ou le 3e volet de ce projet-là, qui est vraiment un réacteur à plus grande échelle, complètement installé dans des conteneurs. Donc, la technologie de développement pendant 10 ans de l'Université Concordia a été achetée. Donc, la technologie est brevetée et maintenant détenue par la compagnie Courant pour le volet commercialisation. Donc, à partir de ce moment-là, c'est la compagnie Courant qui ont continué à développer la technologie qui a été faite en laboratoire pour les 2 phases pendant 10 ans de l'Université Concordia et de l'amener à un volume de 100 à 250 mètres cubes jour pour un investissement de 2,6 millions. Donc, c'est encore là, les résultats étaient très, très, très prometteurs qui nous amènent vers une possibilité d'avoir un 4e volet plus tard en recherche et développement, mais à un volume de 2 mètres cubes par jour. Donc, comment ce projet de recherche et de développement a-t-il été possible? Bien, ça prend une municipalité qui a un profil de leadership en innovation puis qui est à l'affût de la réglementation à venir dans un rayonnement environnemental positif. Donc, ça prend une municipalité qui est déjà très ouverte à tous ces projets d'innovation-là. Ça prend naturellement une super équipe de recherche de l'Université de Concordia et actuellement, avec la compagnie Courant, vous avez le Centre des techniques de l'eau du Cégep Saint-Laurent qui supervise le procédé Courant pour la 3e phase du projet. Et ça prend une entreprise comme la compagnie Courant qui est à l'écoute des réalités municipales et de nos besoins. Donc, c'est vraiment un merge, un assemblage de ces 3 phases-là qui permettent de solutionner une problématique pour les exploitants de type aéré qu'on espère là, dans la 4e phase à venir, qui va démontrer que le maintien des résultats sont similaires. Voilà. Merci beaucoup, Christian. Je vous avise que pour la période de questions, nous aurons le président de l'entreprise Courant qui sera là. Alors, vous pourrez aussi poser des questions directement à l'entrepreneur. Maintenant, il est 16h59. Nous devions terminer à 17h. Alors, pour ceux qui doivent nous quitter, je vous mentionne que le webinaire se poursuit encore pour une quinzaine de minutes. Il est enregistré, ce webinaire. Alors, les gens de la CMM m'ont avisé que vous allez recevoir un lien pour revoir le tout. Le soir, quand vous avez de la difficulté à dormir, vous pourrez tout réécouter de tout. Alors, maintenant, je passe la parole à Marjolaine Bisson, qui est chargée de projet en environnement, service d'environnement, direction de l'urbanisme à la ville de Boucherville. Et elle sera accompagnée également, on me dit, de Francis Lepage. Alors, son complètement un autre projet. C'est un projet de captation à l'aide d'un drone. Alors, Marjolaine, je te passe la parole. Oui, j'aurais peut-être aimé ça la laisser à M. Lepage juste pour introduire.
Parfait. Petit mot d'introduction. Donc, oui, le projet Ocellus, en fait, c'est un projet dont IVEO est le maître d'œuvre. C'est un projet qui s'échelonne sur 2 ans et puis dans lequel un service de drone professionnel est mutualisé entre 9 villes. Donc, l'utilisation du drone est assez courante dans le milieu des communications puis pour les services d'urgence. Mais on sait que théoriquement, il y a plusieurs autres applications ou utilisations possibles, soit du drone ou des technologies embarquées, mais souvent les coûts relativement élevés de ce service-là font en sorte que les municipalités vont s'en tenir à des usages plutôt prudents et connus. Donc, en bref, le projet permet de réduire le coût des vols de drones pour stimuler des utilisations originales du drone dans des opérations courantes des villes, dont des opérations du génie, de l'urbanisme ou de l'environnement, par exemple. Et puis, au terme de tout ça, les apprentissages issus des différents vols sont partagés entre les villes associées au projet. Et puis, ça leur permet finalement de bénéficier des bons coups et puis d'éviter les écueils. Donc, c'est un peu le mot d'introduction. Et sans plus tarder, Marjolaine, je te cède la parole. Bien, merci. Ça me fait plaisir de venir partager notre expérience de partenariat avec l'entreprise Exotactic. Alors, c'est ça, notre projet consiste à réaliser une série de captations par drone selon divers objectifs tels que la protection du territoire, la communication citoyenne, puis la gestion environnementale. Fait que comment ça a commencé, c'est qu'au début, on avait certains besoins définis qui étaient surtout l'acquisition de connaissances du territoire, comme faire des survols des plans d'eau à Boucherville à l'aide d'un drone. Puis par la suite, on a commencé à faire quelques recherches pour trouver des firmes qui offraient ce service qui est quand même particulier, puis pour avoir aussi une idée des coûts. Au même moment, la direction des communications nous a informé de la réception d'un courriel dans lequel il y avait une liste de projets d'IVEO, dont la captation par drone. Fait qu'on trouvait ça intéressant. Puis surtout que c'était une petite PME qui était dans notre secteur, là, en Montérégie. On est donc entré en contact avec IVEO pour connaître en quoi au juste consistait ce partenariat. Puis on a envoyé une liste de projets de captation qu'on souhaitait réaliser. Puis au début, on n'était pas trop certain parce que c'était quand même un montant de 20 000 qui demandait à être investi là, pour ce partenariat-là. Puis nous autres, on n'avait pas prévu ce montant-là dans notre budget. Fait que là, on a réfléchi à d'autres projets de captation qu'on pouvait réaliser pour justifier cette dépense-là. Puis on a aussi tenu compte des coûts qui avaient été proposés là, par les firmes qu'on avait contactés au début du processus. Puis là, on a vu qu'au final, on rentrait quand même pas mal bien dans notre argent. Ça fait qu'on est allé voir le directeur général de la ville, puis on a demandé si on pouvait accepter cette dépense, puis c'est accepté. Puis par la suite, on a eu une rencontre avec des représentants d'IVEO, puis d'Exotactic. Puis on a discuté d'une liste de projets qu'on leur avait envoyés. Puis on était surpris de la qualité du travail, d'analyse qui avait été faite au préalable là, par l'équipe d'Exotactic, qui comprenait vraiment bien tous nos besoins. Puis aussi, lors de cette première rencontre-là, on a discuté des possibilités technologiques de captation par drone, puis il y a d'autres projets qui se sont rajoutés. Les bénéfices du projet là, qu'on a observé, c'est que au début, on avait une liste de captation qu'on souhaitait réaliser selon notre vision de ce que peut faire un drone. Là, on a tous l'image en tête là, des photos qui peuvent être prises par un drone, mais au fur et à mesure qu'avançait notre partenariat et en voyant toutes les options possibles qu'on pouvait faire avec un drone, il y a d'autres projets de captation qui se sont rajoutés. Donc, pour un projet avec des livrables qui n'étaient comme pas entièrement définis au début, ça a été pour nous une plus grande valeur ajoutée au final. Ça nous a aussi permis de peaufiner des plans d'intervention qu'on a à la ville, des inspections qui étaient difficiles d'accès. On a réalisé des mesures de volume, d'empilement de matière, puis aussi on a pu faire des suivis environnementaux. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est que le projet a suscité vraiment de l'intérêt dans différents départements de la ville, tels que les travaux publics, les communications, l'urbanisme. C'est tous des départements qui ont quand même des besoins bien différents entre eux autres. Un autre bénéfice, c'est que c'est économique au bout de la ligne. Car pour un même effort de travail avec une firme qui offrait, mettons, le même service, les coûts auraient certainement été le double, sinon le triple. Et puis, on a trouvé ça aussi que c'était facilitant parce qu'à chaque fois qu'on avait un nouveau besoin d'aller faire de la captation, on n'avait pas besoin de passer par tout le processus de demande de prix, de soumission, bon de commande, suivi de facturation, bref, tout le processus administratif le courant.
Puis, on ne sait pas toujours non plus, quand on fait des demandes de prix, là, de tout définir, c'est pas toujours facile de tout bien définir les aspects. Puis, ce type de partenariat qu'on a, bien, ça simplifie beaucoup notre travail pour cet aspect. Puis aussi, les résultats qu'on a jusqu'à maintenant, là, ça nous permet de prendre des meilleures décisions pour appréhender des nouveaux défis, là, comme pour les changements climatiques. Puis, par exemple, il y a un autre côté aussi, il y a des choses qu'on n'avait pas prévues. Ça demande quand même une certaine implication en temps pour le gestionnaire municipal, parce que veut pas, il y a des ajustements. Mais en même temps, ça représente des avantages, parce que ça permet de mieux comprendre le mécanisme de la technologie, de poser des questions, puis de mener le projet plus loin que ce qui était prévu au préalable. Qu'est-ce qu'on n'avait pas prévu non plus, c'est qu'on trouve ça vraiment intéressant, c'est que le personnel d'Exotactic, il participait vraiment beaucoup pour nous faciliter notre travail, il nous donnait des idées qu'on n'avait pas pensées, qui étaient vues dans d'autres villes, mettons. Puis il nous a aussi informé des nouvelles technologies qui s'en venaient, puis s'il y avait quelque chose qu'on pouvait faire avec ces nouvelles technologies-là ici à Boucherville. Puis aussi, on a beaucoup apprécié la disponibilité d'Exotactic, parce que comme c'est un projet pour eux autres qui est prioritaire dans leur activité, bien, ils sont disponibles. Ça fait qu'on avait le privilège d'obtenir rapidement leurs services lorsqu'on avait des besoins de captation rapide pour une problématique particulière. Ça fait qu'on m'a demandé de faire ça vite. Ça fait que voilà, ça fait que c'était en gros notre expérience de partenariat avec une nouvelle entreprise en plein essor. Merci beaucoup. Oh, j'avais de la difficulté un peu. Alors, merci beaucoup de la présentation, Marjolaine. Je vous invite maintenant à me faire part de vos questions. Déjà, j'en ai une très rapidement. On y va rapidement encore en rafale. Écoutez, il y a Christian, une question pour toi. Combien de technologie courant coûtera à la ville de l'Assomption? Ou plutôt, comment la technologie va vous faire sauver de l'argent? Bien, déjà là, dans ma présentation, je parlais des coûts énormes actuellement engendrés via la vidange des boues, tout ce qui est enlèvement chimique aussi du phosphore et de l'azote. Donc, actuellement, c'est difficile de chiffrer à grande échelle l'économie que ce procédé-là pourrait nous apporter parce qu'on est encore en phase de développement vers une troisième puis une quatrième phase. Mais si déjà là, ça permet de diminuer le volume de boue qu'on a à traiter dans chacune des municipalités qui ont ce type d'étang aéré, de procédé-là. Là, comme je disais, on parle de 70% des municipalités au Québec qui ont ce type d'étang aéré, de traitement-là, d'étang aéré. Bien, si ça permet de diminuer le volume, c'est des économies quand même majeures là, à tous les 4-5 ans où on doit vidanger les bouts des étangs. Là. Donc, ça, c'est exact. Oui. Moi, j'allais dire, est-ce que Richard Pinceau, le président de Courant, veut ajouter un commentaire là-dessus? Oui, bon, d'abord, merci pour ce séminaire-là. Christian, super présentation. Merci pour tout l'historique. Écoute, Courant met en marché cette technologie-là, comme Christian a dit, depuis 10 ans, qui est en développement. On est super content. La présomption de base, c'est qu'on va être 40% moins cher que de la compétition pour arriver à des résultats équivalents au niveau de l'investissement de base. Et au niveau de l'opération, on prévoit être 25% moins cher. Donc, c'est colossal comme réduction de coûts, autant de la capitalisation que de l'opération. Alors, 40% de moins de capitalisation d'installation et 25% d'OPEX, coût d'opération. Alors, c'est ça une innovation. Hein? Ça permet justement aux municipalités oui, d'épargner, mais lorsqu'on parle d'efficacité opérationnelle d'une municipalité, on voit un très bon exemple. Une question ici, si un arrondissement de la ville de Montréal voulait favoriser une entreprise locale qui offre un bien ou un service qui coûterait 10% de plus, est-ce que ça, c'est possible? Est-ce que ça, c'est possible dans vos municipalités? Tiens, je me retourne à Christian et Marjolaine. Est-ce que dans vos contrats, il y a cette possibilité-là? Et Maître Langlois également. Est-ce que c'est possible de le faire? Je laisserai la parole à Maître Langlois. C'est sûr que dans des cas spécifiques, en tout cas dans le cas de ce projet-là qu'on parle, nous, c'est vraiment technologique et c'est vraiment pointu. Je sais d'avoir déjà vu dans mon ancienne vie des règles de 10% pour d'autres contrats donnés
à des imprimeries ou afin de favoriser l'entrepreneurship local, tout ça. Je pense que Maître Langlois est peut-être mieux placé pour moi de parler de ça, mais dans le cas d'un système de traitement des eaux, dans le cas de ma présentation, là, on parle de quelque chose de beaucoup pointu. Je veux dire, là, on va y aller vers un devis de performance, puis il va falloir que ça soit démontré à ce moment-là que les objectifs sont atteints, peu importe le coût, 10 de plus ou moins, qu'on atteint les mêmes objectifs demandés par la Ville. Pour ce qui est de la marge de préférence, c'est uniquement pour les contrats en bas de 105 700 $ que la municipalité peut, dans son règlement, venir dire je fais des appels d'offres, je continue à faire des appels d'offres, mais je ne suis pas lié par le plus bas soumissionnaire conforme et je peux y aller donner une préférence de X % à une entreprise locale au détriment de notre entreprise. Mais quand on parle de contrats de plus de 105 700, à ce moment-là, les règles, c'est soit de le donner au plus bas soumissionnaire conforme ou soit de le donner en fonction d'un système de pondération à l'entreprise qui va avoir eu le meilleur pointage. Donc, alors, on ne peut pas y aller à ce moment-là de préférence pour les entreprises locales au détriment des entreprises qui viennent d'ailleurs sur le territoire québécois, canadien ou même l'Union européenne, dépendant des montants en jeu. C'est ça, au-delà de 105 700, ça veut dire que dans tout l'élan d'achat local, il y a quand même une possibilité pour la Ville de pouvoir manœuvrer dans ce règlement. Pour les montants en bas de 105 700, mais en faisant attention de ne pas diviser les contrats, de donner, par exemple, un contrat de 3 mois, de renouveler de 3 mois en 3 mois sur 2 ans, alors qu'on parle de montants peut-être de 300 000 à 400 000 mais en disant, ben, je vais donner pour 3 mois, pour 50 000 je vais être en bas du 105 000 et je n'aurai pas de problème. Ben. Non, il risque d'y avoir des problèmes. Mais vous savez, Maître Langlois, ça n'existe pas, ça, de la fracturation de contrat comme ça, voyons donc. C'est une blague. Question, Christian Marjolaine, question pour vous. À votre niveau de municipalité, est-ce qu'il y a une porte d'entrée spéciale pour les startups, pour les entreprises innovantes qui veulent vous présenter leurs innovations pour les démontrer sur votre territoire? Comment ça fonctionne chez vous dans vos municipalités? Ben moi, si je peux parler du cas, nous autres, je vais revenir encore avec l'Université de Concordia en 2007. C'est vraiment, ils ont cogné à la porte de plusieurs municipalités avant qu'il y en ait une qui rouvre la porte. Donc, c'est vraiment le rôle de la municipalité d'accepter et d'être ouvert à acquérir. Moi, je viens du Cégep Saint-Laurent, j'ai gradué en technique d'assainissement de l'eau. Tu sais, c'est dans moi, ça, de dire, ben, venez faire des recherches chez nous. C'est sûr, là, il y avait un besoin là, actuellement pour la ville de l'Assomption. Donc, quand ils m'ont approché avec ça, c'était comme clair que chez nous, mais ça faisait peut-être 3-4 municipalités qui attendaient d'avoir une porte ouverte comme ça. Donc, le premier enjeu pour ceux qui veulent faire des projets d'innovation, c'est plate, mais c'est malheureux, mais c'est de cogner à la bonne porte. C'est un peu ça, là. C'est vraiment les personnes, les gestionnaires municipaux qui sont ouverts et proactifs. Puis on les appelle souvent les champions, là, mais c'est ceux qui sont vraiment dynamiques à ça. Et je pense que l'Assomption en fait partie là-dessus. Alors, il faut être un peu biaisé comme toi, Christian, quand tu venais du Cégep Saint-Laurent, puis le Centre de technologie de l'eau basé à Saint-Laurent. Très bien. Marjolaine, de ton côté? Bien, c'est certain que c'est plate à dire, mais c'est un peu un timing. Comme là, on avait un besoin, puis là, ça s'est présenté. On est allé des nouvelles technologies qui voudraient se présenter, c'est de faire le maximum de publicité auprès des différentes directions, puis de répéter, parce que des fois, oui, on l'a vu, mais là, un an après, quand là, on a le besoin, il me semble qu'on a entendu quelque chose l'année passée, là, des fois, on ne trouve pas toujours nos courriels, mais c'est de répéter, puis c'est quelque chose qui est quand même apprécié, parce que quand on cherche des besoins spécifiques particuliers, on ne les trouve pas tout le temps, parce que quand on a des représentants qui sont venus nous voir avant, ça nous permet d'avoir une banque, si on veut.
Il est 17h15, je ne vois plus de questions de l'auditoire, mais oui, maître. Oui, si vous pouviez me laisser juste 30 secondes pour revenir sur le cas de l'Assomption. Ce qui est particulier, c'est que l'entreprise qui est venue, l'organisme qui s'est présenté à la ville, c'est un organisme public. Donc, l'université. Une municipalité peut contracter de gré à gré avec un organisme public de ce type-là. En autant, on parle d'organismes publics qui sont visés à la loi sur l'accès aux documents et tout ça. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas le problème d'appel d'offres. Par contre, quand on est au niveau de la commercialisation, là, on est, dans votre cas, vous faites affaire, c'est une entreprise privée. Et donc, là, il faut bien distinguer à partir du moment où on n'est plus dans l'expérimentation, mais on est dans l'achat ou dans le service permanent et tout ça. C'est là qu'il faut faire la distinction. Mais un organisme public peut effectivement se présenter auprès des municipalités et mettre de l'avant de produits ou de services nouveaux, en tout cas aider les municipalités à développer des produits et des services nouveaux sans trop de problèmes. Merci bien de cette précision, maître. 17h17, je regarde pour une dernière fois les questions-réponses, ou plutôt les questions. Alors, je n'en vois pas de nouvelles. Écoutez, pour clore ce webinaire, je pense que c'était extrêmement intéressant de vous entendre, au niveau des experts, de nous donner cette information extrêmement riche qui peut susciter beaucoup plus d'adhésion à des projets de démonstration. Et les deux cas probants de l'Assomption et de Boucherville qui démontrent qu'une municipalité peut très bien effectuer des projets d'innovation qui vont par la suite permettre de commercialiser davantage d'innovation, mais surtout aussi, pour une municipalité, vous êtes un gouvernement de proximité et étant un gouvernement de proximité, oui, vous devez faire affaire avec vos opérations, mais également montrer l'exemple à vos citoyens corporatifs dans votre parc industriel et autres, votre secteur industriel manufacturier. Alors, les innovations que vous mettez en place, que ce soit dans vos entrepôts, que ce soit à la voirie et ailleurs, peuvent servir pour démontrer à vos concitoyens la possibilité d'eux aussi d'adopter ces technologies-là qui permet, oui, une meilleure efficacité opérationnelle, mais également qui vous permettra bien souvent de réduire votre empreinte carbone, de réduire votre empreinte environnementale. Et toutes les municipalités, vous avez des objectifs dans ce sens. Alors, c'est une façon de combiner économie et environnement. Et c'est pour ça que Claire mentionnait qu'au niveau de Boucherville, bien, c'est une fois d'avoir reçu l'ensemble de l'information qui peuvent, à un moment donné, être utiles. Je vous laisse sur cette suggestion sur laquelle nous, chez Ecotech Québec et aussi Propulsion Québec, de vous offrir ce panier bleu. Pas le panier bleu, mais vous offrir une ressource qui va pouvoir vous aider à identifier des innovations, des technologies propres, que ce soit dans l'écomobilité, que ce soit en environnement ou que ce soit au niveau de l'énergie, pour vous aider à mieux saisir qu'est-ce qui existe déjà ou qu'est-ce qui pourrait être extrêmement intéressant pour vous de devenir ce projet de démonstration, cette vitrine technologique, parce qu'à la fin de tout cela, comme on dit en bon français, il y a un win-win, autant pour la municipalité, autant pour les citoyens, autant également pour le développement économique, parce que tout ce qu'on veut au Québec, c'est vraiment une relance verte, innovante, et ça passe par une économie verte. Alors voilà, et je vais, avant de passer la parole à Sylvain, je vais juste vous rappeler qu'il y aura
2 autres webinaires, vous allez recevoir l'ensemble de l'information sous peu. Un pour vraiment axer sur l'écomobilité, alors vos projets de démonstration en écomobilité avec Propulsion Québec, et un autre avec Écotech Québec. Et nous, on va vous démontrer quels sont, on va vous expliquer et vous lister finalement certaines technologies, certaines innovations qui seraient peut-être utiles pour vous de mettre à l'essai dans votre municipalité. Alors, merci pour votre attention. Je passe la parole à Sylvain Giguère de la CMM. Merci beaucoup, Denis, et d'avoir mené les discussions avec un tel doigté. Merci à tous les conférenciers, à tous les participants aussi pour leurs questions très pertinentes. Je ne sais pas, Denis, mais moi, j'ai senti qu'il y avait encore de l'appétit pour en savoir plus, pour poser plus de questions. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est garder cette discussion ouverte et et l'alimenter encore plus. Donc, on va, sur la base des présentations qui ont été faites, préparer une espèce de petite fiche technique là, qui résume un peu les éléments clés qu'on va vous distribuer. Puis on aimerait bien que vous la distribuiez à votre tour à vos collègues pour alimenter la discussion dans vos équipes. Et donc, si vous avez d'autres questions et des suggestions aussi, notamment sur des aspects qu'on n'aurait pas couverts, on aimerait que vous nous les fassiez parvenir directement. C'est ma collègue Catherine Lavoie, qui était la maître d'œuvre de ce séminaire. Donc, n'hésitez pas à lui écrire. Donc, catherine.lavoie@cmm.qc.ca. Et donc, encore une fois, je vous remercie. Il va y avoir donc 2 autres webinaires qui vont se tenir, mais peut-être qu'on peut faire plus. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Et donc, restez aussi... donc, on va vous faire parvenir donc, cet enregistrement donc, que vous pourrez réutiliser. Donc, merci à tous et puis bonne soirée. Merci. Au revoir tout le monde. Merci, au revoir.